Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs. L'éosinophiles est une cellule dont on parle beaucoup dans l'asthme et de plus en plus dans la BPCO ces derniers temps. Elle doit son nom à ces granules intracytoplasmiques qui sont colorés en rose orangé par l'éosine. Et ces granules, avec le noyau bilobé, permet de la différencier des autres leucocytes et notamment des autres granulocytes, le neutrophile et le basophile. C'est une cellule qui se développe, se différencie et devient mature dans la moelle osseuse sous l'influence et sous le contrôle des facteurs de transcription. Les éosinophiles matures passent ensuite dans la circulation sanguine où ils représentent moins de 5% des cellules circulantes et où ils ne peuvent vivre que de quelques heures avant de passer dans les tissus. Et dans ces tissus, donc principalement l'intestin, ils peuvent survivre plus longtemps, avec une demi-vie de l'ordre de 2 jours jusqu'à 2 semaines, et ils sont au nombre relativement très important par rapport au sang. Donc la proportion des éosinophiles dans les tissus est au moins 100 fois plus importante que celle du sang. À l'état normal, le poumon et les voies aériennes sont le siège d'une infiltration par les éosinophiles très minime. Et ça n'est que dans des conditions pathologiques, en particulier donc dans les maladies d'origine allergique ou inflammatoire, que la production, qu'il y a une augmentation de la production et du recrutement des éosinophiles dans les voies aériennes sous l'influence de cytokines clés, l'IL-3, l'IL-5, le GM-CSF, aidés par l'IL-4 et par l'IL-13, et sous l'influence de chimokines spécifiques, donc les éotaxines. Et de toutes ces molécules, ce sont les IL-5 qui jouent le rôle le plus important, donc qui ont un rôle primordial dans la différenciation, la maturation, le recrutement, l'activation et la survie des éosinophiles au niveau du site inflammatoire. Alors, l'IL-5 provient de 2 voies différentes. Une voie qui dépend de l'allergène, qui est médiée par les TH2 et qui explique l'inflammation éosinophilique d'origine allergique, et une voie qui n'est pas dépendante de l'allergène et qui est, elle, médiée par les cellules lymphoïdes immunes, donc les ILC2 de type 2, et qui explique en fait les inflammations éosinophiliques non allergiques, aussi bien dans l'asthme que dans la BPCO. Alors, on ne connaît pas la contribution réelle de ces 2 voies dans la physiopathologie de ces désaffections, mais ce qui est clair, c'est que l'éosinophile a un rôle important et central dans cette physiopathologie. Alors, pourquoi elle a ce rôle central? C'est parce qu'en fait, elle est capable, elle a la capacité de sécréter ou de libérer plusieurs molécules, et elle exprime à sa surface plusieurs molécules de surface qui va lui permettre de dialoguer avec les cellules environnantes. Parmi les molécules qui sont libérées à partir des des granules intracytoplasmiques, certaines sont des molécules toxiques comme la MBP, le CP, le PO, les radicaux libres de l'oxygène. Certaines sont des médiateurs lipidiques, les leucotriènes et les prostaglandines. D'autres sont des cytokines et des chimiokines. Et parmi les molécules de surface, donc, il y a des récepteurs des chimiokines, des cytokines et des médiateurs lipidiques et des chimiokines. Alors ces cellules, tous ces médiateurs, toutes ces molécules libérées à partir des cellules intracytoplasmiques et toutes ces molécules de surface confèrent à l'éosinophile 3 fonctions. Une fonction cytotoxique, une fonction pro-inflammatoire et une fonction immunomodulatrice. Et ces fonctions ont des conséquences aussi bien structurales que fonctionnelles sur le tissu bronchique. Elles ont des conséquences... Pardon, je ne peux plus revenir en arrière, là, si. Voilà. Alors, parmi les conséquences,
on a la destruction de l'épithélium, de la barrière épithéliale, l'hypersécrétion de mucus, des phénomènes de remodelage et enfin une hyperréactivité bronchique. Alors, quel est l'intérêt de connaître la physiopathologie, de connaître le rôle de l'éosinophile dans la physiopathologie de la BPCO et de l'asthme? L'intérêt est essentiellement thérapeutique. Nous savons tous que les corticoïdes sont efficaces dans les asthmes, dans la majorité des asthmes, et sont efficaces dans les BPCO avec inflammation éosinophilique. Mais dans certains cas, cette corticothérapie est inefficace, ou alors elle est efficace mais à des doses très élevées. Et c'est dans ces cas-là que la piste des éosinophiles va nous offrir de nouvelles cibles thérapeutiques, en particulier l'IL5, le récepteur ou la sous-unité alpha du récepteur de l'IL5. Nous avons également comme cible thérapeutique l'éotaxine et son récepteur, le CCR3. Et ces nouvelles cibles thérapeutiques vont nous permettre également d'utiliser et de développer de nouvelles thérapeutiques. En pratique, il nous faut un biomarqueur fiable de l'inflammation éosinophilique dans les bronches. Et jusqu'à récemment, c'est l'éosinophilie dans l'expectoration qui était considéré comme le biomarqueur le plus approprié. Il reste le biomarqueur de référence. Mais c'est un biomarqueur qui nécessite d'avoir recours à l'expectoration induite, qui est un examen qui est très peu accessible, qui demande une grande expertise, qui est coûteuse, donc un examen qui est coûteux et qui est également chronophage. Et de ce fait, et surtout depuis l'avènement des biothérapies, cet examen a tendance à être remplacé de plus en plus par le comptage des éosinophiles dans le sang, exprimé soit en pourcentage, soit en valeur absolue, et qui est un examen beaucoup plus simple, qui est rapide, qui est moins coûteux et plus accessible. Alors, en général, donc globalement, il existe une bonne corrélation entre le taux d'éosinophiles dans le sang et le taux d'éosinophiles dans l'expectoration, donc qui soit exprimé en pourcentage ou en valeur absolue. Et simplement, il faut savoir qu'il n'y a pas de seuil idéal pour prédire une éosinophilie de l'expectoration qui est de l'ordre de 2 à 3%, mais des études ont montré que le taux optimal, ou que le seuil optimal qui a un meilleur compromis entre la sensibilité et la spécificité, est le seuil de 2% qui correspond en valeur absolue, donc à 150 cellules par microlitre. Et donc c'est ce seuil de 2% et ces chiffres de 150 microlitres, 150 cellules par microlitre, qui est le plus souvent utilisé. Mais vous remarquerez en fait que ces chiffres sont dans la fourchette des valeurs du sujet normal. Il ne s'agit donc pas d'une hyperéosinophilie, mais d'une éosinophilie sanguine. En prenant comme référence ce seuil de 2%, des études ont montré que 40 à 50% des asthmatiques et 10 à 40% des patients avec BPCO ont une éosinophilie sanguine et que le taux est similaire, que ce soit dans le groupe, donc le taux est similaire dans les deux groupes, avec une médiane de 200 microlitres, 200 cellules par microlitre. La question qui se pose maintenant est de savoir à quoi sert ce dosage du taux sanguin des éosinophiles dans la BPCO et dans l'asthme. Donc, quelle est l'utilité clinique de cet examen? Les données dont nous disposons sont actuellement, donc d'abord, les données de la littérature sont très complexes, elles sont parfois contradictoires, et pour essayer de les résumer, je vais essayer donc de répondre aux 3 questions suivantes. Est-ce que l'éosinophilie sanguine est un bon marqueur pronostic qui va nous permettre de prédire le risque d'exacerbation dans l'asthme et la BPCO? Est-ce qu'il peut prédire la réponse à la corticothérapie, et en particulier dans la BPCO, et guider ainsi le choix du traitement? Et enfin, est-ce qu'il peut prédire la réponse aux médicaments biologiques? Et quand je parle de médicaments biologiques, je pense essentiellement aux anti-IL5, qui sont les médicaments qui sont actuellement utilisés, donc qui sont sortis des essais cliniques, qui sont actuellement utilisés en pratique.
Et pour répondre donc à ces questions, il faut explorer les données rétrospectives des grandes études de cohorte d'asthme et de BPCO, les données des analyses post-hoc des grands essais cliniques, et enfin les essais cliniques sur les médicaments biologiques, notamment sur les IL-5. Alors, à partir de l'analyse des données rétrospectives des grandes cohortes d'asthme et de BPCO, il a été montré qu'il y avait que le taux sanguin d'éosinophile est un facteur de risque indépendant d'exacerbation. Aussi bien dans la BPCO que dans l'asthme, le risque est significatif à partir de 3 éléments par microlitre et il est très significatif à partir de 400 éléments par microlitre. Et donc, plus le taux d'éosinophiles sanguins est élevé, plus le risque est important. On sait que la corticothérapie est efficace donc, dans toutes les inflammations éosinophiles, donc y compris celles qui sont résistantes aux corticoïdes. Et nous avons ici une étude qui montre, c'est une analyse post-hoc de 2 essais cliniques randomisés chez des patients BPCO qui ont comparé le vilanterol seul à l'association fluticasone-vilanterol. Et ce que montre cette étude, c'est d'abord l'augmentation des éosinophils. Il n'y a pas de marqueur. Alors en vert, vous avez le groupe vilanterol et vous voyez que dans ce groupe, il y a une augmentation de la fréquence des exacerbations. La deuxième notion à retenir sur ce cliché, sur cette figure, c'est qu'il y a une réduction du risque d'exacerbation dans le groupe fluticasone-vilanterol par rapport au groupe vilanterol seul et que la réduction est significative à partir de 2%. Et cette réduction augmente avec le taux d'éosinophiles dans le sang. Elle est de moins 24, donc une réduction de 24% lorsque l'éosinophilie est entre 2 et 4%, et elle passe à 42% lorsque l'éosinophilie est égale ou dépasse 6%. Et la conclusion en fait de cette étude, c'est que l'éosinophilie sanguine prédit le risque d'exacerbation et elle prédit en même temps la réponse aux corticoïdes inhalés chez les patients BPCO. Alors, ici, nous avons en fait une autre étude qui est aussi une analyse, post-hoc de l'étude Wisdom qui montre que quand on arrête la corticothérapie, il y a une recrudescence des exacerbations. Et vous voyez ici que cette recrudescence est d'autant plus importante, donc la fréquence est d'autant plus importante que le taux est élevé. Elle commence à partir de 3% et elle augmente progressivement. Et le risque, en fait, ici, est très élevé à partir de 300 microlitres par 300 cellules par microlitre. Et dans cette population qui a un taux supérieur à 300 par microlitre, c'est cette population qui pourrait représenter la meilleure indication pour la corticothérapie dans la BPCO. Alors, on a vu que la corticothérapie était le meilleur traitement dans les éosinophilies inflammatoires, mais elle peut ne pas marcher. À ce moment-là, c'est l'indication des biothérapies qui ont pour but de réduire ou de supprimer l'inflammation éosinophile. Et quand je parle de biothérapie, donc je pense essentiellement aux anti-IL-5, mais il faut savoir qu'il y a également des médicaments qui vont cibler le récepteur de l'IL-5, mais aussi le récepteur de l'IL-4 et de l'IR13. Alors plusieurs essais cliniques ont été développés et ont été donc menés avec les anti-IL-5 et en particulier le mépolizumab. Vous avez ici toute la liste donc des essais du mépolizumab dans l'asthme. Et ce qu'on voit, c'est que d'une manière constante, les résultats, tous ces essais donc, montrent qu'il y a une diminution du taux sanguin d'éosinophiles avec une diminution des exacerbations, une épargne en corticoïdes. Et là aussi, comme dans la BPCO, lorsqu'on arrête la corticothérapie, lorsqu'on arrête le mépolizumab, il y a une augmentation rapide, une réaugmentation rapide d'abord du taux d'éosinophiles dans le sang, et puis une réaugmentation du taux d'exacerbation et des symptômes dans l'asthme.
L'éosinophilie, ici, c'est une analyse post-hoc de l'étude DREAM dans les asthmes sévères qui montre qu'il y a une relation effectivement entre le mépolizumab et la présence ou non d'une éosinophilie sanguine à partir du seuil de 2%. Et dans cette étude a confirmé la nature prédictive de la relation entre le taux d'éosinophiles à l'état de base et les exacerbations, en montrant une réduction du risque de 72% chez les patients avec un taux d'éosinophiles supérieur ou égal à 150 cellules par microlitre et de 30% chez les patients avec un taux d'éosinophiles inférieur à 150 microlitres. Elle a également montré que les bénéfices du traitement augmentaient avec les taux d'éosinophiles sanguins. Alors, cette étude, finalement, permet de conclure que le taux d'éosinophiles sanguins est un biomarqueur de choix pour prédire les résultats du traitement avec le mépolizumab dans les asthmes sévères lorsque le seuil est de 150 cellules par microlitre et plus. Dans la BPCO, en fait, nous avons 2 études qui ont été faites avec le mépolizumab. Une première étude, l'étude MEDTREST, qui a concerné dans un premier temps, donc l'analyse a concerné dans un premier temps tous les patients. Et quand on prend tous les patients, on se rend compte qu'il n'y a pas de différence significative entre le bras mépolizumab et le bras placebo pour ce qui concerne la réduction des exacerbations. Mais quand l'analyse est faite uniquement sur les patients qui ont un taux d'éosinophiles élevé à partir de 2%, ici, la réduction est significative. Donc, vous avez une réduction de 1,40 il y a un taux de 1,40 pour le mépolizumab, 1,71 pour le placebo, et donc une réduction de 18% du taux d'exacerbation. La deuxième étude est l'étude METREO, qui, elle, n'a concerné que les patients BPCO avec une éosinophilie sanguine. Or, cette étude, malheureusement, n'a pas pu montrer qu'il y avait une différence significative entre les 2 bras mépolizumab, un bras 150 mg et un bras 300 mg, et le bras placebo. Par contre, lorsqu'on s'intéresse aux détails du taux d'éosinophiles, on se rend compte qu'il y a une augmentation, une réduction des éosinophiles en fonction, donc une réduction des exacerbations en fonction du taux d'éosinophiles. Plus le taux est élevé, plus la réduction est importante. Alors, en résumé, je dirais que les données finalement disponibles sur l'utilité clinique du taux sanguin des éosinophiles ont permis de montrer que le taux sanguin est un biomarqueur de l'inflammation éosinophile dans les asthmes et la BPCO. C'est un biomarqueur qui est plus facilement accessible que le taux d'éosinophiles dans l'expectoration. Il permet d'identifier le risque, c'est-à-dire essentiellement le type et la fréquence des exacerbations. Il identifie la réponse des corticoïdes à l'état stable ou des corticoïdes inhalés à l'état stable ou des corticoïdes oraux au cours des exacerbations, aussi bien dans la BPCO que dans l'asthme. Et il peut prédire la réponse aux anti-IL-5 dans l'asthme et dans la BPCO, et ceci en attendant les résultats des autres essais cliniques qui sont en cours d'exploitation. Alors cependant, ces données ont fait l'objet de controverses et il y a eu des résultats contradictoires dans d'autres études. Ces résultats contradictoires étaient essentiellement liés aux populations d'études qui étaient différentes, au seuil d'éosinophilie sanguine qui était différent, à la variabilité également du taux d'éosinophiles et encore à beaucoup d'autres facteurs. Et si un consensus devait être obtenu, en fait, il faudrait attendre de répondre aux questions qui ne sont pas encore résolues. Ces questions, la première de ces questions, c'est est-ce qu'il faut exprimer le taux d'éosinophiles en pourcentage ou en valeur absolue? Et il semblerait que la valeur absolue soit meilleure que le pourcentage. Est-ce que l'éosinophilie sanguine, donc combien de fois doit-on mesurer les éosinophiles dans le sang? Pourquoi cette question? C'est parce qu'on s'est rendu compte que le taux d'éosinophiles était variable, non seulement dans les 24 heures, et qu'il variait en fonction de nombreux facteurs, notamment les repas, l'effort, et par exemple, si les patients est sous traitement, notamment les traitements corticoïdes. Et il peut varier également à court terme et à moyen terme. Quand on fait un examen ce mois, il est possible que dans 2 mois ou dans 3 mois, le taux soit variable.
Alors, troisième question, c'est quel est le seuil optimal pour prédire les exacerbations et pour prédire la réponse au traitement? Et les études en fait qui ont été faites ont montré que les seuils n'étaient pas les mêmes. Tout dépendait de l'objectif. Lorsqu'on se fixe comme objectif de prédire les exacerbations, généralement, le seuil est beaucoup plus bas que lorsqu'on veut prédire la réponse au traitement. En fait, il y a un fait qui est certain, c'est que l'inflammation éosinophile est une caractéristique traitable dans l'asthme et dans la BPCO, et qu'on a besoin d'un biomarqueur accessible pour identifier les patients qui ont cette caractéristique et pour guider le choix du traitement et la surveillance de ce traitement. Et la majorité des données que nous avons actuellement sont des données qui sont rétrospectives, et il faut donc attendre pour répondre à ces questions des études prospectives avec des objectifs bien ciblés. Et en conclusion, je voudrais terminer par la question qui se pose, c'est quelle est la position des recommandations internationales par rapport à l'utilisation de ce biomarqueur. Alors, le GINA reconnaît les eosinophilies sanguines comme facteur de risque d'exacerbation et de déclin de la fonction respiratoire. Le consensus ATS-ERS recommande le taux sanguin des eosinophiles pour identifier les répondeurs au traitement anti-IgE. Et enfin, le GOLD reconnaît le taux d'éosinophiles comme un biomarqueur pour le risque d'exacerbation et pour l'identification des patients répondeurs aux corticoïdes inhalés, mais aussi comme un outil pour guider le traitement de la BPCO. Et je vous remercie.